ça vous concerne. L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public. Nos experts décryptent des thèmes essentiels. Des échanges enrichissants et des réponses à vos questions. Ça vous concerne? Votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir. Participer et agir. 10h05, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre dans votre espace Ça vous concerne. On est ensemble jusqu'à 11h et en direct sur Alger 3 avec toujours la même équipe pour vous accompagner. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro, Nehla Bekralas. On est le lundi 16 juin 2025. Ça vous concerne le TSA, le trouble du spectre de l'autisme. Environ 1% de la population mondiale présenterait un TSA. Il se manifeste différemment d'une personne à l'autre. Le diagnostic peut être posé dès la petite enfance pour une prise en charge adéquate, pluridisciplinaire souvent. Et pour permettre cela chez nous justement, au début du mois, le président de la République avait annoncé lors d'un conseil des ministres la création d'un centre national et des annexes régionales pour justement une meilleure prise en charge des personnes à tête de TCA. Un plan national autisme 2024-2029 a également été élaboré. Alors que disent les chiffres chez nous pour parler donc de TSA? Quelles sont les difficultés rencontrées par cette frange de la société et surtout par leur famille en termes de prise en charge et aussi d'insertion sociale? Nous verrons cela en compagnie évidemment de nos invités durant l'heure qui va suivre. Docteur Nassima Brahimi qui est maître assistante en pédopsychiatrie à l'hôpital de Drit Hussein et Madame Safia Bouariwa qui est présidente de l'association de l'enfant autiste. 10h07 sur Alger 3. Restez avec nous, on vous revient. 10h10, bienvenue à vous sur Alger 3. Merci de nous rejoindre dans votre espace, ça vous concerne. Nous parlons ce matin du trouble du spectre de l'autisme, le TCA, c'est notre sujet. En compagnie de nos invités, Dr Nassima Brahimi, maître assistante en pédopsychiatrie à l'hôpital de Drit Hussein. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Merci pour votre invitation, ravie d'être parmi vous. Et nous le sommes aussi. Madame Safia Bouariwa aussi avec nous, présidente de l'association de l'enfant autiste. Bonjour madame, merci d'être parmi nous. Bonjour à vous. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'avancées, si on peut s'exprimer ainsi, en Algérie. Il y a eu déjà un programme qui a été élaboré au niveau du ministère de la Santé. Il y a eu un site Autisme Algérie qui un peu aide les parents à faire les premiers pas. Et puis, il y a eu cette déclaration du président de la République au 1er juin et qui concerne donc ce centre national qui sera un centre de référence avec des annexes régionales pour la prise en charge des enfants autistes. Alors, un enfant, le TSA, pourquoi on en parle aujourd'hui? Pourquoi c'est important? Pourquoi ça attire l'attention des pouvoirs publics, docteur? Les enfants avec autisme, ils n'ont pas... pourquoi on parle actuellement beaucoup d'enfants autistes avec autisme? Parce qu'ils n'ont pas où aller. Ils sont pas, on n'a pas où les intégrer. Quand ils sont petits, à l'âge nourrisson et à l'âge enfant, c'est difficile à les intégrer dans comment dirais-je, des maternités, des crèches. Des maternités, des crèches spécialisées pour enfants avec autisme. Et à l'âge scolaire, ils sont refusés à l'école parce qu'ils présentent un autisme où là, ils font des inscriptions avec notre certificat, comme quoi cet enfant, il présente un autisme qui nécessite une intégration dans une classe normale ou dans une école normale. C'est pour ça, et actuellement, quand on délivre ce certificat, il y a des écoles qui refusent carrément, dès qu'il touche le certificat, l'enfant il présente un autisme, donc il est refusé, c'est un enfant avec autisme, donc c'est un perturbateur. Alors que le certificat devrait l'aider au contraire à intégrer cet établissement. Bien sûr, parce que c'est un suivi depuis l'âge, des fois on a des enfants depuis l'âge de 18 mois, et ils sont suivis à notre niveau, donc c'est à nous de décider est-ce que c'est un enfant qui doit être scolarisé dans une classe normale ou pas, ou dans une
classe spéciale ou dans un centre, Oui. etc. Donc, malheureusement, on trouve cet obstacle au niveau des écoles. Très bien. Alors j'imagine que c'est un challenge auquel vous faites face en tant qu'association, ces parents qui viennent vers vous pour vous dire, écoutez madame, moi mon enfant il a le certificat mais malheureusement l'école ne l'accepte pas. C'est des cas très fréquents que vous voyez au quotidien, madame Bouhariwa? Absolument. Mais je voudrais juste apporter un petit plus. Oui. C'est que depuis quelques années, parce que nous, on a commencé quand même à activer depuis le début des années 2000, et il y a eu beaucoup de choses qui se sont installées. Notamment, la reconnaissance de cette catégorie de personnes, ces enfants qui sont autistes. C'est vrai que c'est les professionnels, les médecins, les pédopsychiatres, etc., qui peuvent donner leur avis concernant soit une prise en charge en centre ou en école, etc. Mais toujours est-il qu'il faut que les parents sachent, c'est qu'il y a une loi maintenant qui autorise ces enfants à être scolarisés. Bien sûr, avec l'aval du médecin. Quand vous dites comme autorise, disait, ça veut dire oblige le directeur de l'éducation, absolument, enfin de absolument, parce l'établissement. que là c'est une loi Oui. qui est inscrite au journal officiel et qui donne le droit à ces enfants d'être scolarisés. C'est vrai qu'il faudrait comprendre quand même une chose, c'est que ce ne sont pas tous les enfants qui peuvent être scolarisés. Selon C'est le pour ça diagnostic qui est posé. Voilà, c'est pour ça qu'il y a l'intervention du pédopsychiatre. Oui. C'est-à-dire que eux, étant donné qu'ils suivent ces enfants-là, donc ils les connaissent mieux que n'importe qui sur le plan médical. Hein, Oui. parce que parfois aussi, il y a les parents qui ont un rôle très important dans ce sens-là. Et j'en connais un rayon. Oui. Mais voilà, mais comme disait le docteur tout à l'heure, il donne un certificat attestant que cet enfant peut rejoindre une école. Maintenant, le style de scolarité, ça c'est un autre contexte. Il y a c'est-à-dire on peut être scolarisé en classe spéciale ou alors être scolarisé en milieu ordinaire avec accompagnement ou simplement en milieu ordinaire. Parce que pour certains enfants, en milieu ordinaire sans accompagnement. Sans accompagnement. Très bien, d'accord. Et donc, ça reste toujours, c'est-à-dire c'est les parents qui doivent faire ce travail-là, malheureusement. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des assistantes sociales, etc. Malheureusement, oui. qui accompagnent ces enfants-là, qui essayent de sensibiliser l'administration et tout. Bon, on a fait un travail dans ce sens-là, mais il y a toujours des réticents, il y a toujours des gens qui se disent « Ah non, cet enfant, comme disait le docteur tout à l'heure, il peut perturber la classe, il peut faire ceci, il peut faire cela. » Donc c'est pour ça qu'on donne l'occasion, c'est-à-dire même en ce qui concerne les auxiliaires de vie, Oui. c'est un droit aussi. Oui. Oui. Donc c'est vrai que le dispositif... Mais malgré cette loi, les parents se heurtent à des obstacles. Absolument, Oui, parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas la législation Oui. et qui refusent ces enfants-là. Maintenant, seulement, il y a une chose que je voudrais juste dire aux parents. C'est vrai qu'on a le droit d'inscrire nos enfants, etc., mais on n'a pas le droit de les laisser... c'est-à-dire seuls dans ces écoles-là. Il faut que les parents accompagnent leurs enfants, c'est en sensibilisant les enseignants, en sensibilisant les enfants, parce que c'est très important. Parfois, vous savez, moi je parle en connaissance de cause. Parfois, quand les enfants, on leur explique, quand il y a un enfant qui a des troubles envahissants du développement ou troubles autistiques, quand il est inscrit dans une classe, que ce soit des enfants du préscolaire ou de première année primaire ou quel que soit leur âge, ils sont très très sensibles à ce qu'on leur explique. Quand on leur explique pourquoi cet enfant il se comporte comme ça, pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait cela, donc c'est eux, ils doivent l'accepter. S'il est accepté dans le groupe, après c'est bon. L'enseignante, elle peut avancer. Je ne dis pas que c'est bon, c'est-à-dire que tout est réglé. Et ce travail d'acceptation, il doit être mené par qui? Normalement, ça doit être les enseignants et surtout aussi la directrice de l'école. Et à un niveau plus... Enfin, vous savez, maintenant, il y a ce qu'on appelle la santé scolaire. Oui. Ils ont des psychologues, des orthophonistes, des médecins, etc., qui se déplacent dans les écoles. Ils viennent voir les enfants.
d'une manière normale. Et d'ailleurs, Donc, c'est quand eux il y a- qui devraient faire le premier Voilà. diagnostic s'il n'y a pas eu le diagnostic précoce. Non, quand il y a un problème qui se Oui. pose au niveau de l'école, peut-être, parce qu'il y a des enfants qui passent pas عندنا, ils sont inscrits surtout automatiquement à l'âge de 6 ans. Donc, pendant la rentrée scolaire, ils détectent que c'est un enfant qui n'est pas normal, qui a quand même un trouble. Il n'est pas ordinaire comme les autres. À ce moment-là, ils doivent consulter la médecine scolaire, c'est-à-dire le médecin généraliste, ou bien l'orthophoniste, ou bien le psychologue. Et de là, ils les orientent à notre niveau pour voir il était suivi à quel niveau cet enfant, comment il a été scolarisé pour le prendre. Parce que pourquoi on délivre le certificat? Pour le prendre en charge, pas pour le marginaliser ou ça y est, c'est un enfant autiste, il comprend pas, il peut pas être scolarisé, etc., etc. Dans l'autisme, on a plusieurs degrés. On a le léger, on a le moyen et on a le sévère. Il y a des enfants qui sont calmes, ils sont avec autisme moyen, ils sont calmes, ils sont stables même. Il y a d'autres, ils sont instables. Il y a une instabilité, il y a un trouble du comportement, il y a le cri, il y a l'hétéroagressivité et tout. À ce moment-là, un enfant qui présente tous ces troubles, il peut pas être scolarisé dans une classe normale, dans une classe normale, jusqu'à stabilité. Donc il y a des idées reçues quand on dit, quand on prétexte que cet enfant va provoquer un trouble en classe. En fait, vous envoyez dans les classes ordinaires que des enfants qui peuvent réellement s'intégrer avec un autisme léger ou moyen. Bien sûr. Tout enfant qui fait un trouble du comportement au niveau de l'école, qu'il présente un trouble du spectre de l'autisme ou autre, il est autiste. Il est renvoyé. D'ailleurs, même l'enseignante, elle écrit. Elle nous, des fois, au mois de septembre, à la rentrée scolaire, on reçoit beaucoup des écoliers, les nouveaux inscrits. Donc, c'est un enfant qui présente طيف توحد. À chaque fois, quand on examine l'enfant et tout, il y a d'autres troubles, il n'y a pas que l'autisme qui donne le trouble du comportement. Et malheureusement, l'enfant avec autisme, il ne trouve pas sa place dans notre société. Oui, c'est bien dommage. Justement, les associations sont là pour informer, justement, surtout la famille éducative, parce qu'elle a un rôle très important à jouer. Vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Bouhariwa, certains directeurs d'établissement disent qu'ils ne veulent pas de perturbateurs dans leur école. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui à ces directeurs d'école? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour les sensibiliser? Est-ce qu'il leur faut une formation nationale? Comment faire pour changer les mentalités? Voilà, sincèrement, vous savez, il faut prendre les choses, même pour ces adultes-là, hein, je parle des chefs d'établissement, il faut les prendre au cas par cas. Oui. Ils ne sont pas tous pareils. Évidemment, sinon il n'y aurait pas d'enfants scolarisés. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des chefs d'établissement qui vraiment font un travail remarquable et avec vous faites ces bien enfants. de le signaler. Oui, ça c'est même il y a très... des enseignants. Non, c'est très important. C'est-à-dire, bon, on parle de ces chefs d'établissement. Après, c'est à eux de faire c'est-à-dire un travail avec leur staff, avec les enseignantes. C'est-à-dire que vous savez, des fois, il y a des enseignantes qui acceptent ces enfants-là dans leur classe, qui font des efforts. Mais si elles n'ont pas le soutien de leur directeur, c'est-à-dire que là, elles sont tout le temps harcelées, et non, il faut signaler cet enfant. Il y a une pression. Il y a une forte pression sur ces enseignantes-là, et je trouve inadmissible. Moi, ce que je voudrais, c'est que les parents puissent avoir le droit de déposer des plaintes au niveau du ministère. Je parle de la tutelle, au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Il faudrait signaler ces cas-là. Parce que si on se laisse faire, parce que vous savez, la loi, elle protège ces enfants-là. Et vous tombez sur des gens, je peux les appeler des énergumènes, je suis désolée, mais qui font tout pour que ces enfants-là ne restent pas dans leur école. Et je peux vous assurer, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants. Moi, personnellement, je les ai peut-être connus dès leur plus jeune âge. J'ai connu l'enfant, les parents, etc. Et maintenant, quand je vois où est-ce qu'ils en sont, je me dis, heureusement qu'ils sont tombés sur des gens
qui ont tenu tête à l'administration. Oui. C'était des enseignantes qui ont tout fait pour aider ces enfants-là. Et comme disait tout à l'heure le docteur, on parle de perturbateurs. Vous savez, le problème chez n'importe quelle catégorie d'enfants, c'est-à-dire il y a un groupe d'enfants, c'est vrai que quand ils sont en groupe, etc., il y en a toujours un ou deux qui font les intéressants. Oui. Ça, c'est... Alors, pourquoi avec ces enfants-là, parfois, ils sont grossiers, ils sont même... il y en a même qui se permettent d'insulter l'enseignante, etc. On ne fait rien contre ces enfants-là. Oui. Parce qu'ils n'ont pas l'étiquette d'autiste. Par contre, dès qu'un autiste, dès qu'il fait une petite crise, on n'essaye même pas de comprendre pourquoi il a fait cette crise-là. Oui. Exactement. Tout de suite, on le stigmatise. Non, il faut mettre votre enfant dans un centre, il faut essayer de trouver des solutions et tout ça. Et moi, je trouve inadmissible ce genre de comportement. Et malheureusement, il y en a beaucoup, mais c'est pas tous. Heureusement. Fort heureusement. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont pu réussir dans leurs études, parce que les enseignants ont trouvé chez eux cette intelligence, ces capacités à pouvoir suivre une scolarité. Mais en même temps, ils ont leurs petits troubles du comportement, etc. Mais les parents, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est assurer que en parallèle, c'est-à-dire l'enfant, il est en classe, il essaye de suivre sa scolarité, etc., quel que soit c'est-à-dire son rythme d'apprentissage, parce que même dans ces autistes-là, chacun a son propre rythme d'apprentissage. Mais en même temps, les parents, ils assurent un suivi en milieu médical, chez le pédopsychiatre. Il a un pédopsychiatre qui le voit régulièrement. Vous avez des orthophonistes, vous avez des psychologues qui le suivent pour justement régler les problèmes des troubles du comportement, etc. Donc, c'est tout un travail, c'est un tout. C'est-à-dire, il y a toute une société qui doit aider ces enfants-là. Et c'est parce que, c'est pas une question de... Parce que le problème, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux. Pourquoi ils sont de plus en plus nombreux? C'est parce que les parents, ils s'inquiètent de plus en plus pour leurs enfants, ils sortent de leur cocon là, parce qu'à un moment donné, pendant des années, les parents étaient dans le déni. Ils étaient dans le déni. Ces enfants étaient reclus, ils étaient là à la maison, ils ne voyaient personne, personne ne les voyait, etc. On croyait protéger ces enfants-là, alors que c'est pas vrai. C'est juste qu'ils sont isolés de la société. Maintenant qu'il y a beaucoup plus de parents qui osent consulter, qui demandent un diagnostic pour leurs enfants, etc. Donc on a cette impression que le nombre, il est en augmentation. C'est vrai qu'il y a une augmentation par rapport à c'est le docteur qui va vous le dire plus tard, par rapport à à l'environnement. Mais il y a toujours plus de parents, c'est-à-dire, moi je les vois, ils sont tout jeunes, c'est des jeunes parents qui ont un enfant peut-être de 1 an et demi. Ils s'inquiètent, ils voient qu'il y a des troubles, c'est-à-dire il y a des comportements qui les inquiètent, donc ils vont en consultation. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut faire quand on est parent, docteur, bien sûr. Consulter rapidement pour pouvoir poser le diagnostic. Parce que, premièrement, on va définir aussi le trouble du spectre de l'autisme. L'enfant naît avec le trouble. Et il va pas c'est-à-dire pas parce qu'il était exposé aux écaux. Oui, c'est ce qu'on dit souvent, des idées reçues. Tout à fait. Mais c'est parce qu'il était exposé aux écrans qu'il est devenu autiste. Par contre, il est né avec le trouble de l'autisme et les écrans aggravent le trouble. Très bien. Aggrave cette situation. Et généralement, quand on voit les signes précoces, c'est à la naissance, déjà à la naissance, à 2 mois, à 3 mois. Le bébé fixe la maman. Pendant le tété, par exemple. Le bébé avec l'enfant avec autisme, il ne fixe pas la maman. Et il y a des mamans qui remarquent ça. Ils cherchent déjà à 9 mois, quand j'étais résidente dans la spécialité, on a reçu une maman à 6 mois. Son bébé à 6 mois, elle consultait chez nous parce que son bébé ne le fixe pas.
Et à ce moment-là, on a fait une guidance pour les interactions sociales, pour les interactions précoces et tout. Et ça a donné. Parce que la prise en charge, elle doit être très, très précoce. Plus elle est précoce, mieux les résultats sont et bons. les résultats. Et l'autisme ne part pas. Oui. Il reste. Oui. Parce que c'est un trouble qui naît avec. On atténue juste les troubles par... Tout à fait, on corrige. oui. On corrige parce que l'enfant. On arrive à avec effacer autisme, certains ou non? Oui. Oui, carrément. Oui. D'ailleurs, généralement, mes benouches. Oui. حتى كونتاس يبانوا في لا frustration في généralement هاد les enfants la petite enfance في la scolarité parce qu'il y a un changement. Les enfants avec autisme refusent le changement. عندهم هذيك la rituel, ils doivent suivre le même rythme, le même, et pendant l'adolescence parce qu'il y a des hormones. Oui. Ils connaissent pas, mais quand on explique, on guide les parents. Les parents ont mal SS. C'est la base de l'éducation et de prendre en charge leur enfant avec autisme. On leur explique, on leur guide comment ils expliquent toutes choses simples. Ils doivent simplifier pour leur enfant pour qu'ils puissent l'intégrer Oui. et comprendre Oui. le social Oui. et la vie. Oui. Entouré de lui. Après, quand il est scolarisé, il trouve des enfants normaux ou pas normaux. C'est très normal. Et il est là. Il y a des enfants qui refusent la socialisation, qui refusent le contact avec les pères et tout. Et vous faites vraiment du cas par cas et vous essayez de les placer, de les orienter en fonction donc de leur cas. Est-ce que par la suite, si un enfant autiste voit ses symptômes s'améliorer ou bien ses irritabilités donc s'effacer, peut passer à un autre stade et peut être intégré dans un milieu ordinaire ou non? Oui, bien Très sûr. bien. Bien sûr. On a des enfants, on les a intégrés en première année primaire à l'âge de 8 ans, 9 ans. Donc c'est pour dire aux parents que rien n'est perdu. Il Non. faut continuer à se battre Ah oui. et à faire tout ce qui est dans leur possible pour... Le problème qui se pose à notre niveau, c'est les parents qui refusent le diagnostic. Il y a certains parents qui refusent quand on annonce le diagnostic de l'autisme. Ah non, mon fils il est ordinaire, il est bien, il est super intelligent, il est hyper intelligent. On n'a pas dit qu'il est débile. On a dit qu'il présente un trouble. C'est tout. On va le corriger, on corrige domaine par domaine. Et en même temps, on corrige. Mais on doit, moi je suis une maman par exemple d'un enfant autiste, je dois l'accepter pour qu'il sera accepté par les autres. Moi je le refuse et je demande aux autres qu'ils l'acceptent. Oui, c'est le premier pas. C'est le premier pas, voilà. Madame Boualiwa, à ce sujet, justement, les parents, l'implication, elle est très très importante. J'imagine, c'est la moitié du chemin Elle est à 1000%. Oui. C'est-à-dire, si les parents sont dans le déni, comme disait le docteur, ils ne peuvent pas aider leur enfant. Si on ne reconnaît pas que notre enfant a un problème, pas uniquement autisme ou autre chose, mon fils il a un problème, donc on essaye de consulter. Si on n'est pas content du diagnostic, c'est-à-dire si le courant ne passe pas avec le médecin, avec le praticien d'ailleurs, il faut avoir un autre avis. Je change, je vois quelqu'un d'autre. Mais il ne faut pas se dire non, il n'a rien, il est là, comme disait le docteur tout à l'heure, il est intelligent, etc. Mais ça ne veut rien dire. Il y a des autistes très intelligents. Les enfants je peux parler avec une intelligence. De mon cas personnel. Mon fils, il était en hôpital de jour, il était tout petit, il avait 3 ans et demi. L'équipe me disait, mais il est très manipulateur. C'est vrai qu'il avait ses troubles du comportement, il avait des troubles du sommeil, il a fait plein de troubles. Mais il savait les manipuler et pourtant... Il était petit, c'était des adultes. Il me disait, vraiment, il fait tout pour nous manipuler. Parce que l'enfant, il naît avec une intelligence. Mais il est autiste, il a ses troubles du comportement, il a d'autres troubles, etc. Et qu'on a essayé de régler par la suite. Et doucement, on n'a pas et vous avez trouvé, là aujourd'hui, il en est où? Il a suivi son cursus scolaire? Oui. Alhamdoulilah. Donc c'est vraiment... il a un diplôme universitaire. Voilà. Comme quoi que vraiment... Mais justement, comme disait tout à l'heure le docteur, elle avait signalé qu'ils avaient pu intégrer un enfant à l'âge de 9 ans. Oui. C'était le cas de mon fils.
Parce que moi, c'est pour ça que je vous dis, je connais tout le parcours. Le parcours, tout le système. On a fait l'hôpital de jour, on a fait le centre pour inadaptés. Oui. Heureusement que je suis tombée sur des gens, sur une directrice de centre qui était psychologue, qui avait une équipe d'orthophonistes, de psychologues, etc. sur place. Elle a créé une petite classe pour des enfants trisomiques. Il y avait 1 ou 2 autistes. Et elle a essayé d'appliquer le programme de l'éducation nationale, etc., de la première année, deuxième année, etc. Et à partir de là, il y a eu quelques apprentissages. À partir de là, on a pu intégrer une classe spéciale. Oui. Et bien sûr, c'était des classes qui étaient gérées par la DAS. Et puis bon, dans la foulée, je remercie la DAS. Oui, c'est les gens qui vous ont aidé. Voilà. Oui. Elle a été vraiment adorable avec beaucoup d'enfants, pas uniquement avec le mien, mais c'était juste pour reconnaître un petit peu, parce que c'est une dame qui est partie en retraite, donc on regrette un petit peu tous ces gens-là. Ils l'ont accepté dans une classe spéciale. Et là, j'en parle, c'était juste pour mettre un point sur ce problème-là. C'est qu'à un moment donné, lors de différents séminaires, on a pu rencontrer pas mal de professionnels, des gens du ministère de la Solidarité, des gens de la Santé, etc., où on nous disait que maintenant, il n'y a plus cette transition entre une classe spéciale vers une classe ordinaire. Moi, mon fils, il a fait la classe spéciale, c'est-à-dire en 3e année. Oui. On a pu justifier du niveau scolaire pour pouvoir l'intégrer dans une école ordinaire, en classe ordinaire. Maintenant, il y a plus, c'est-à-dire c'est beaucoup plus compliqué maintenant d'accepter de faire ce transfert-là. Et c'est pour ça que j'en parle, pour que les gens puissent réfléchir à un système où ils peuvent... C'est-à-dire intégrer ces enfants-là au cas par cas. Oui. Si un enfant il a des capacités, et qu'il peut, même avec ces troubles-là, c'est-à-dire, c'est des troubles qui vont le suivre toute sa vie, qu'on le veuille ou pas. Mais s'il a les capacités de suivre un programme d'éducation nationale, un programme ordinaire... S'il peut, pourquoi ne pas l'intégrer dans une classe avec enfants et en plus, ordinaires. La vie revient au médecin à chaque fois pour évaluer, donc justement, pourquoi ne pas le laisser? Peut-être que ça sera une réflexion qui sera engagée. C'est ça l'obstacle qu'on trouve, comme elle a dit. Là, on est justement devant un fait accompli. C'est comme pour la scolarité. La loi, elle leur donne ce droit. Mais vous tombez sur des gens qui refusent. Qui bloquent. En ce qui concerne les classes spéciales, non, à partir du moment où il est dans une classe spéciale, il ne va plus en sortir. C'est pas normal, c'est pas logique. Et une classe spéciale, rappelons-le, il ne peut pas suivre le programme ordinaire, il ne peut pas accéder aux différents paliers. Ils ont un programme ordinaire, mais de l'éducation nationale. De l'éducation, oui mais le programme adapté. Et par exemple, la première année, on ne la fait pas en une seule année. D'accord. On peut la faire en 2 ans. D'accord, donc ça prend plus de temps. C'est un cursus qui est plus lent. Bien sûr, un enfant qui présente... ça, c'est pas logique. Je vais vous dire, moi, mon fils, il a fait la 3e année en 2 trimestres. Oui. Il y a des enfants. Vous le dites, c'est du cas par cas. Il faut aider ces enfants-là. Se pencher sur chaque cas. Même quand on parle de classe spéciale actuellement, on a des enfants dans des classes spéciales, mais ils apprennent rien. Oui. Parce que normalement, dans une classe spéciale, on a une enseignante ou un enseignant qui est spécialisé pour la classe spéciale. Justement. Et actuellement, je ne sais pas comment ils font, peut-être en fin de carrière, une enseignante ou un enseignant qui lui reste 2 ou 3 mois pour la retraite, alors qu'il faut que l'enseignant soit qualifié pour ça. Bien sûr, mais bien sûr. Parce que c'est des enfants avec troubles, et chaque enfant, il a ses propres troubles. Ce n'est pas un trouble qui est commun. Oui. Chaque enfant, il présente un trouble. Donc, quand on fait... Vous remarquez que l'enfant stagne un peu dans ces classes spéciales au lieu d'évoluer? Et il stagne, il régresse. Il régresse. Alors, après, les parents reviennent, ils consultent, ils disent, voilà, mon fils, à la maison, je lui fais ça et ça et ça. À l'école, ils font rien du tout. Quand je parle avec l'enseignant, et tout, ça, alors qu'on a décidé
on suit l'enfant depuis très jeune âge, depuis 2 ans par exemple. Le jour où on l'intègre dans une classe spéciale parce que il présente un trouble, il n'arrive pas à suivre le programme de première année, on l'intègre dans une classe spéciale pour qu'il apprenne, juste pour le stimuler, quoi. Oui. Parce qu'ils sont 3 ou 4. 5 pour enfants. qu'ensuite ils puissent suivre le programme ordinaire en classe ordinaire. Parce que dans une classe normale, dans une classe ordinaire, l'enseignante nous dit « Anaya, je ne peux pas prendre en charge, j'ai 40 élèves. » Oui. C'est un enfant qui présente un trouble, donc elle le met à l'écart. Après, il développe d'autres troubles. Oui. Et on va revenir justement là-dessus, parce qu'il y a des choses qui ont été faites, il y a des auxiliaires aujourd'hui qui peuvent accompagner cet enfant en classe ordinaire. On va revenir là-dessus et sur aussi ce programme qui est annoncé, puis ce centre aussi qui verra le jour bientôt. Qu'est-ce qu'il va apporter? Et c'est justement dont vous parlez, mesdames, qu'il faut absolument aujourd'hui apporter, parce que la réflexion est lancée justement pour une meilleure prise en charge des enfants autistes. Il est 10h38 sur Alger Chien 3. Nous parlons aujourd'hui du trouble du spectre de l'autisme dans Ça vous concerne. Restez avec nous, on vous revient. 10h41 sur Alger Chien 3. Merci de nous rejoindre. Ça vous concerne s'intéresse ce matin au trouble du spectre de l'autisme TCA. En compagnie de nos invités, Dr Nassima Brahimi, maître assistante en pédopsychiatrie à l'hôpital de Drit Hussein, et Madame Safia Bouariwa, présidente de l'association de l'enfant autiste. Alors nous avons parlé un peu de difficultés que les enfants autistes ont à s'intégrer en milieu scolaire. Nous allons continuer à parler de ça parce que c'est important de pouvoir intégrer un enfant autiste en milieu scolaire pour lui permettre donc d'évoluer dans la société, de s'intégrer, de trouver un emploi, parce que c'est important par la suite de pouvoir être indépendant financièrement pour ses enfants. Justement, donc parmi les difficultés rencontrées, il y a aussi, on a parlé donc la législation qui est du côté de l'enfant autiste, qui lui permet son intégration parfaite et qui protège ses droits. Il y a des soucis donc au niveau de certains établissements qui refusent l'accès à ces enfants. Vous l'avez vous-même constaté en tant que spécialiste pédopsychiatre et en tant qu'association. Il y a d'autres mesures qui ont été établies, à savoir les auxiliaires. Alors pourquoi avec eux ça ne marche pas non plus? Il y a eu un recrutement de 400 auxiliaires. C'est vrai que les associations ont jugé ça insuffisant, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les parents peinent à trouver des auxiliaires pour intégrer leurs enfants en milieu ordinaire? Madame Bouariwa? Vous savez, la question, la réponse, elle est très simple. Oui. Elle est purement économique. Oui. C'est des gens qui sont mal payés. Et donc, automatiquement, lorsque les parents trouvent une personne pour accompagner leurs enfants, en général, c'est des gens qui sont diplômés, des jeunes diplômés. Oui. Et donc, automatiquement, ils demandent un certain salaire. Oui. Et ce n'est pas tous les parents qui peuvent donner ce salaire-là. Avant, s'il y a une aide, c'est-à-dire un partage des frais avec les tutelles, notamment le ministère de la Solidarité, ils peuvent prendre une partie du salaire et le reste, c'est les parents qui le donnent. Là, ça pourrait éventuellement marcher. Et avant, c'était le cas. C'était le cas, oui. Avant, c'était le ministère qui les payait. Très bien. Les parents ne donnaient rien. Oui. Certains faisaient un petit geste comme ça, juste pour fidéliser un petit peu l'auxiliaire. Oui. Mais en général, c'était des gens qui avaient été recrutés, qui devaient accompagner ces enfants-là, mais qui étaient payés par le ministère de la Solidarité. Après un certain temps, c'est-à-dire il y a eu un petit changement, une petite crise économique comme dans tous les pays. Oui. C'est arrivé chez nous aussi. Et là, on nous a dit on ne prend plus en charge les salaires des auxiliaires de vie. Et donc, du coup, les parents, comment ils se sont organisés? Ils se sont organisés. Bon, déjà, il y avait une assurance, c'est que le ministère de l'Éducation nationale avait autorisé la présence de ces auxiliaires. C'est-à-dire qu'ils avaient autorisé les enfants à être accompagnés par des auxiliaires. Déjà, c'est le premier pas, à être autorisé. Oui. Bien sûr, c'est très important. C'était un droit pour ces enfants-là. Oui. Par la suite, mais eux ne pouvaient pas prendre en charge le salaire des auxiliaires, puisque c'était une personne étrangère à la famille éducative. Voilà, la famille éducative ne faisait pas partie du ministère de l'Éducation nationale. C'était des gens qui dépendaient du ministère de la Solidarité. D'accord. Donc déjà, ça c'est un point. Par la suite, les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Certains ont déposé des dossiers au niveau des différentes académies, oui. Enfin les directions de l'éducation,
et pour avoir des autorisations pour faire accompagner leurs enfants par des auxiliaires. Et là, les parents, ils négociaient avec l'auxiliaire, aussi bien le salaire que le volume horaire. Donc, si je comprends bien, un parent qui n'a pas les moyens, il ne peut pas accompagner. Il ne peut pas trouver une auxiliaire. Et son enfant donc se retrouve soit seul dans une école avec peut-être qu'il peut tomber sur des enseignants ou là qui font un effort pour essayer de l'intégrer, de l'aider. Mais parfois, quand l'enseignant il est dépassé, quand le nombre d'élèves est trop important, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir s'occuper que d'un enfant. On peut essayer de lui consacrer peut-être 5 minutes, mais pas plus, parce qu'il y a les autres aussi qui ont besoin d'être encadrés. Et donc, dans ce cas-là, c'est des enfants qui vont se retrouver seuls. Docteur Brahimi, est-ce que c'est automatique le recours à l'auxiliaire? Il le faut, l'auxiliaire, ou parfois non Parfois non. Parfois, il y a des enfants avec autisme. C'est exceptionnel ou non? C'est exceptionnel. D'accord. Donc la majorité, la majorité, oui. Il nous faut juste pour les stimuler, pour les apprendre, pour qu'ils puissent suivre l'enseignant, parce que c'est un nouveau monde pour lui. Oui. Une classe qui est pleine d'enfants avec un enseignant qui gère toute la classe et il doit suivre, il doit entendre et écrire et tout. Donc, il nous faut quand même, pour un début, par exemple, une auxiliaire ou un auxiliaire, juste pour le stimuler, pour lui apprendre ce nouveau monde pour lui. Oui. C'est très intéressant. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne pour un autiste, l'aptitude à assimiler les cours, à assimiler l'apprentissage au niveau d'un établissement scolaire. Comment ça se passe pour lui? Est-ce qu'il peut tout apprendre? Est-ce qu'il a une mémoire sélective? Comment ça se passe dans sa tête? Pour la mémoire, nous, autant que médecins, on doit voir l'enfant avec autisme, sa concentration et sa mémoire. Parce que on a des enfants qui présentent une mémoire auditive. Donc, on doit jouer avec la mémoire auditive. Il y a d'autres enfants qui ont une bonne mémoire visuelle et auditif. Donc, on travaille selon ça. Et la concentration, si l'enfant, il concentre. Actuellement, vous savez, les écoles, les classes, il y a plein de perturbateurs, les murs de la classe. Il y a plein de dessins, plein de... Et ça, c'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour lui et pour les autres, même pour les enfants ordinaires. Je préfère, comme nous, quand on était petits, les murs, ils étaient blancs. Neutres. Oui. Exactement. Donc, ça, c'est des perturbateurs qui déconcentrent l'enfant. Et surtout avec autisme. Parce que le trouble de l'autisme, il y a une hypersensorialité, il y a d'autres troubles qui associent. Donc, il est attiré par un dessin, par exemple, ou par une couleur, ou par une lumière. Et tout ça, il est déconnecté par la suite. Il est déconnecté, donc il ne peut pas apprendre. Donc, à ce moment-là, on doit associer une auxiliaire pour qu'elle le remet. À chaque fois, elle le remet, juste, et bien sûr, la guidance, et nous, et l'enseignante, on leur explique, on leur donne un certificat bien expliqué pour l'état de l'enfant, pour qu'elle puisse, l'enseignante, à suivre l'enfant et le mettre avec les autres élèves, avec les pairs, avec les autres élèves qui sont dans la même classe. Madame Boualiwa, vous avez une expérience aussi là-dessus, puisque votre enfant, Allah Ibarak, il a pu aujourd'hui accéder à l'université, il est diplômé, vous avez aussi les parents qui viennent vers vous. Quelles sont leurs difficultés quand ils sont dans une classe ordinaire qui doivent suivre le programme national? Alors on a vu les difficultés d'accès, etc., on en a parlé. Maintenant, quand ils sont dans la classe, qu'est-ce qui pourrait freiner leur apprentissage? Vous savez, il y a des enfants, des autistes, qui ont des capacités d'apprentissage de toutes les matières. Je connais que certains, ils travaillent toutes les matières. Ça ne le dérange pas. En parallèle, il y a des troubles, etc., que les parents essayent de gérer avec l'enseignante et tout. Mais il y a d'autres, dans la plupart des cas, ils ont un domaine où ils excellent. Il y a un domaine qu'ils aiment plus que d'autres. Et puis, vous savez, le problème qui se pose aussi, c'est la façon de raisonner.
par exemple, certains enfants qui ont, comme pour tous les autres enfants, oui. vous avez des enfants qui sont en mathélème, d'autres qui sont des scientifiques, d'autres qui sont dans le domaine littéraire, etc. Donc, déjà, au départ, ils ont ce penchant-là Oui. pour une matière ou une... Mais, en ce qui concerne certains enfants, il est très compliqué de pouvoir travailler toutes les matières. C'est très très compliqué parce qu'il y a un problème de compréhension de la matière. Par exemple, je peux vous, je sais pas, peut-être de par mon expérience, parce que là j'ai eu des contacts avec beaucoup de parents. Oui. Dans les enfants sont dans la même situation. Où par exemple il y a des matières comme par exemple maintenant le nouveau programme tel qu'il est établi, il y a beaucoup de questions ouvertes. Certains enfants autistes n'arrivent pas. Si vous leur posez une question directe, par exemple, vous leur donnez un QC, style, je parle, ils vous répondent rapidement. Parce que déjà, l'information, elle est dans leur tête. Mais quand vous leur posez, vous mettez tout un paragraphe pour enfin poser la question, et parfois elle n'est même pas posée, il faut la deviner, là les choses se compliquent. Oui, bien. Donc, vraiment, il faut essayer d'adapter ce programme. Bien sûr, ça doit être fait par des professionnels. Par des pédagogues, oui. Des médecins, mais la réflexion, en tout cas, peut être engagée qui reçoivent en là-dessus. consultation ces enfants-là, des psychologues, des pédagogues. Il y a beaucoup de gens qui pourraient intervenir pour essayer d'aider ces enfants-là, et surtout pendant les périodes des examens de fin de cycle. C'est des recommandations que vous avez transmises aujourd'hui aux tutelles? Oui, on en parle depuis très très longtemps. Oui. On en parle depuis très longtemps. Vous savez, on a beaucoup bataillé, beaucoup travaillé pour qu'on puisse justement reconnaître le besoin de ces enfants d'être accompagnés par les auxiliaires. Et vous avez bien obtenu avant, beaucoup c'était surtout pour pouvoir les scolariser. Oui. Moi, personnellement, je n'ai pas bénéficié de cela. Par exemple, mon fils, il n'a jamais eu d'auxiliaire. Oui. Mais ça ne m'a pas empêché de batailler pour que d'autres puissent en bénéficier. Et c'est très important. C'est pas et vos victoires sont là, on le voit à travers les... Mais le programme Hadaya tel qu'il est, justement, c'est vous qui devriez, parce que vous avez quand même un accès au niveau des différents ministères, etc. Vous parlez à Dr Brahimi. Oui, Dr Brahimi, elle pourra... Et Dr Brahimi, vous avez justement eu un écho par rapport à cela, le fait qu'aujourd'hui, peut-être il faut adapter, les laisser en milieu ordinaire et adapter le programme. C'est des recommandations que vous faites aussi en tant que pédopsychiatre. Oui. Peut-être que ce centre dont on parle aujourd'hui pourrait permettre... On aimerait bien, par exemple, cette année, j'ai un enfant qui a été suivi à un autre niveau depuis très jeune âge, comme le fils de madame. Et il passe le bac cette année. Il est dans la filière langue. Littéraire langue. Alors, le jour où j'ai délivré le certificat pour qu'il puisse passer le bac, il présente un trouble de l'autisme et tout. Après, il vient le garçon, il me demande, je peux pas passer le bac dans une classe avec tout le monde. J'aimerais bien être seule. Est-ce que c'est possible? J'ai dit, pourquoi pas? Oui, tu peux pas, mais allez, on peut délivrer. Et vous avez fait la demande? Bien sûr. Accepté. Il a été accepté et il va passer le bac dans le bureau du directeur du lycée où il va passer le bac et surveillé par les enseignants. C'est vraiment facile de s'adapter, de trouver comme ça des petites mesures qui permettent à ces enfants de continuer. Des gens qui nous suivent. Le problème, c'est que ça existe. À l'écoute, des gens à l'écoute. Justement, c'est pour informer les parents. C'est que lorsqu'un enfant ne peut pas passer son examen avec ses autres camarades, les parents ont le droit de faire une demande au niveau de la direction de l'éducation pour qu'il puisse passer son examen dans une classe tout seul. Très bien. Donc la loi lui permet, la loi l'autorise, c'est un droit. Très bien. Il y a une autre candidate aussi qui passe son bac aujourd'hui avec et elle est dans une classe toute seule. Moi personnellement, mon fils, il a passé son bac, il était dans une classe toute seule. Avec 3 enseignants, 3 surveillants. Ça ne veut rien dire le fait qu'il soit
seul, ça veut dire qu'il est... Qu'il va copier ou bien il y a trois surveillants comme pour toutes les autres classes. C'est même beaucoup plus. C'est un et peu sa plus, copie, pour une et seule sa personne. copie, elle sera Ça ne corrigée les comme les dérange autres. pas. Très bien. Voilà, Très bien. elle est anonyme. Voilà. Alors, une dernière question juste pour sensibiliser les parents qui nous écoutent ce matin. Qu'est-ce qui pourrait alerter un parent dont l'enfant présente des troubles de l'autisme? Qu'est-ce qui pourrait donc déclencher ce déclic et venir vers un spécialiste pour une consultation? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, plus tôt il est diagnostiqué, mieux c'est. Oui, et que c'est que par défaut, de toutes les façons. Oui. Une visite chez un pédopsychiatre ou un psychologue, Et ou un psychiatre. Un pédiatre qui voit souvent l'enfant. Hein. Oui, un pédiatre. Il a la formation péricultrice. Oui, très bien. Une péricultrice, ou bien, c'est pas méchant. Et c'est pas un obstacle, ou bien comme on a avec l'information de je suis pas chez un pédopsychiatre parce que Oulidi Mchi Mahboul, ça n'existe pas, ça. Et je préfère faire une consultation par excès que par défaut. Ouais. Je préfère, je vois mon fils qui présente un petit trouble Hagda et je consulte un pédopsychiatre qui va m'orienter ou un psychologue qui va m'orienter, au lieu de rester, de l'enfermer, comme elle a dit Madame Safia tout à l'heure. J'enferme mon fils et je le garde, personne ne le voit, il sort pas et tout. Et à ce moment-là, ils aggravent le trouble pour leur enfant. Donc les parents, Madabina, qu'ils passent chez n'importe quel pédopsychiatre dans le secteur, là où il est. Et rien ne les empêche d'avoir plusieurs avis pour être confortés bien dans sûr. leur position. Bien sûr. Très bien. Merci à vous, mesdames. Merci. Docteur Nassima Brahimi, vous êtes maître assistante en pédopsychiatrie à l'hôpital d'Elit Hussein, et Madame Safia Bouariwa, présidente de l'association de l'enfant autiste. Merci beaucoup, mesdames, de nous avoir éclairé sur ce sujet important. Ce partage, merci. Je vous remercie. Merci aux auditeurs qui nous ont suivis, à Hakim Belmoussa à la réalisation. Merci à Yassine au streaming, Samir à la technique et puis à la régie d'antenne. Hussein, à demain.